À mes côtés aujourd'hui, Magdeleine Mazère. Magdeleine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez participé au Salon de la généalogie de la Lozère et nous allons parler des soldats occitans sous l'Ancien Régime. Tout à fait. C'est votre recherche, hein. Alors, ce n'est pas ma recherche personnelle, c'est un projet que j'ai rejoint tout à fait par hasard. C'est un chercheur, un professeur d'informatique à l'INSA de Rennes, qui fait travailler ses étudiants sur la conception d'une revue. Et comme il est féru de généalogie et surtout de cette période militaire de l'Ancien Régime, il avait commencé lui personnellement à annoter les fiches qui sont à disposition sur le site mémoire des hommes.gouv pour être extensif à ce niveau. Et il m'avait contacté en me disant qu'il avait à peu près 1000 soldats originaires du Gard. Et qu'il me proposait pour notre association, le Cercle généalogique à Musège-et-Gard, de nous créer une revue, sachant que cette revue, il nous a donné les droits, mais la seule condition, c'était de mettre ses étudiants en avant, si vous voulez. Chaque année, il a 4 étudiants qui leur permettent de travailler les revues et à qui il donne des devoirs à faire au niveau informatique. Il crée des ingénieurs à ce niveau. Moi, j'étais assez époustouflée par le travail qu'il me proposait. Et surtout, je lui dis, mais attendez, moi, ça m'intéresse. Je rentre dans le jeu. Je vais faire aussi des annotations. Et c'est ainsi que j'ai associé une autre association de gardoise, l'association des chercheurs généalogiques des Cévennes, pour pas que le Gard soit notre propriété, je dirais. Et nous avons donc maintenant, on a au début eu une toute petite revue et maintenant on a une revue de 370 pages, mais qui va s'étoffer un petit peu plus parce qu'actuellement j'annote un régiment toujours du Languedoc où il y a 4400 lignes à saisir. Donc votre but, c'est de répertorier ces soldats sous l'Ancien Régime dans le Gard. Pas forcément dans le Gard parce que le registre que j'ai pris en charge contient le régiment du Languedoc, mais tous les jeunes soldats ne sont pas originaires que du Gard. Il y en a de toutes les régions de France. Donc ça demande un petit peu de connaissances géographiques que l'on a acquis ou que l'on acquiert. Et ça demande également une certaine rigueur parce qu'il faut vérifier les patronymes, le nom des villages, qu'on soit bien synchronisé avec Internet pour savoir que c'est bien ce qu'on écrit qui est bon, quoi. Alors là, quels sont les documents que vous utilisez quelles sont les archives qui existent de cette époque sous l'Ancien Régime? C'est sur mémoiredeshommes.gouv. Ce sont D'accord. les archives de Vincennes qui ont été photographiées et qui sont mises à disposition comme il y a aussi la guerre de 39-40, la guerre de 14-18, les guerres napoléoniennes, etc., etc. Une fois que vous avez répertorié par exemple un nom, je prends un exemple, Oui. sur les archives Mémoire des hommes, Oui. vous faites quoi? Le nom, vous pouvez peut-être essayer d'en savoir plus. Alors, la fiche par elle-même donne le nom du soldat, le prénom du soldat, son surnom, et c'est assez croquignolesque par moments ce qui est mentionné, les noms de ses parents, si les parents sont décédés, le lieu de sa naissance, son âge, quand est-ce qu'il a été enrôlé et son devenir militaire. Soit il a déserté, soit il a été congédié, soit il a changé de régiment. Et également son grade. Alors, toutes les fiches ne sont pas identiques parce que des fois, il y a aussi les métiers, etc. Mais le document sur lequel je travaille, c'est comme ça. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que sur ces fiches, il y a également le descriptif du soldat. Donc on vous dit qu'il va faire 5 pieds 3 pouces, on va vous dire qu'il est blond, qu'il a un gros nez, qu'il a une verrue sur la joue gauche, qu'il a la petite vérole, qu'il a des yeux verts, on vous décrit, c'est sa fiche signalétique en fait. Alors ça, on ne le saisit pas parce que ça serait trop long, mais la revue qu'édite Monsieur Le Plumet, Yvan Le Plumet, qui donc est le concepteur du projet. Cette revue est numérique, c'est-à-dire qu'elle est en ligne sur le site Hugo, elle est accessible à tout le monde et si on clique sur un lien,
qui est entre parenthèses. Ce lien nous amène directement à la photo sur le site Mémoire des Hommes. Comme il y a quand même 9 fiches par page, il y en a 18 par page si vous voulez, par vue. Ça nous dit si c'est la page gauche ou la page droite et la position de la fiche sur la page. Donc on en apprend beaucoup sur ces soldats finalement. Oui, puis on en apprend beaucoup sur l'histoire, sur la géographie, sur l'évolution des familles. On en apprend énormément. Alors, ils ont quel âge? Alors, le plus jeune a 16 ans et les plus vieux ont aux environs de 45 ans. Et souvent, il y en a quand ils donnent leur âge de 16 ans, il y a une mention comme quoi ils sont congédiés par défaut d'âge. Parce qu'à mon avis, ils disent qu'ils ont 16 ans, mais en fait, ils en ont moins. Donc, la limite, ça semble être 16 ans pour l'enrôlement. C'est très jeune. Hein, ouais. Ah oui, ils partaient à la guerre, mais à l'époque, vous savez, à 16 ans, on était déjà un adulte. Hein. Alors, il y a les décorations également de certains? Non, il y a simplement les grades. Et on apprend qu'il y a des grades comme en Spassade, comme à Pointé, qui passe grenadier, qu'après, les grades traditionnels de caporal, de sergent, il n'y a pas d'officier. Il n'est pas mentionné d'officier. Dans ce que j'ai travaillé, parce qu'il y a des milliers de registres. Hein. Donc forcément, mais voilà. Alors ce projet a démarré avec Monsieur Le Plumet et moi qui ai suivi. Puis il y a une jeune femme de nos adhérents qui s'est dit mais moi ça m'intéresse aussi. Puis il y a un jeune étudiant qui s'y est mis. Et quand le site Mémoire des Hommes a vu l'ampleur que prenait ce travail, ils ont négocié avec des releveurs indépendants, parce qu'on peut relever sur le site de façon indépendante, l'autorisation de fournir les fichiers à Monsieur Le Plumet. Et donc Monsieur Le Plumet édite des revues maintenant, alors c'est des milliers de données, et il sort des revues par département, par association et par releveur. Moi j'ai ma revue, puisque j'ai fait le régiment du Béarn dans son intégralité, et j'ai ma revue avec ma photo. Voilà. Sur la Lozère, vous avez des noms? Alors sur la Lozère, on a des noms, oui, effectivement. C'est sur la revue, c'est pas sur celle-là, c'est sur la revue du Gard. La revue du Gard reprend tous les soldats originaires du Gard et de tous les départements limitrophes. Et la revue que je manage avec Hugo reprend tous les soldats qui sont originaires des autres départements, je dirais de l'Occitanie occidentale. Alors lorsque vous dites Hugo, il s'agit de l'Union généalogique d'Occitanie historique. Voilà. Il y a des descendants? Alors ça, je n'en sais rien. Après, chaque personne qui fait des recherches d'ancêtres est à même d'aller sur le site de Hugo. Il y en a, c'est sûr. Il y en a, sauf si, il y en a qui sont morts, il y en a qui se sont pas forcément mariés parce que ils sont partis aux Invalides. Voilà. Mais il y a sûrement des descendants. Mais après, vous savez, des fois, dans les registres de généalogie classique, on trouve par exemple une personne qui va se marier et il y a marqué « dit prêt à boire ». Et ça, c'est un surnom d'un ancien soldat. Parce qu'ils avaient des surnoms, alors c'était Joli Cœur, c'était prêt à boire, c'était s'en va en guerre, mais c'est vraiment croustillant comme il y en a, même limite. Enfin, à notre époque, ça prêterait à limite. Vous voyez, c'est vraiment bel amour, des trucs comme ça. Après, ça peut être Saint-Étienne parce qu'ils sont de Saint-Étienne ou parce qu'ils s'appellent Étienne. C'était un petit peu moins folklorique, mais il y en a qui sont vraiment très bien. Et des fois, justement, ce surnom prend le dessus sur le vrai nom. Ça peut arriver qu'il y ait des dérapages, mais pas souvent, non, pas souvent. Ça peut arriver que dans une lecture d'un BMS, c'est-à-dire d'un mariage, mettons, ou d'un acte de naissance, la personne qui va lire se trompe. Par exemple, imaginons la personne, l'individu qui porte le patronyme, je dis bien le patronyme de Jean. Il va s'appeler le prénom Michel. Michel Jean Belamour. La personne qui va lire va dire ses prénoms c'est Michel et Jean et son patronyme c'est Belamour.
Voilà. Alors qu'en fait, non, le Mais non. patronyme, c'est Jean. Alors, dans ces cas-là, il peut y avoir un glissement vers un surnom. Mais c'est, de par mon expérience de 20 ans de présidence à la tête d'une association et surtout de lecture d'actes, je l'ai rarement constaté. Maintenant, moi, j'ai une expérience sur un petit secteur. Toute la France, c'est pas le Gard, hein. Quelle était la vie de ces soldats Oh. tous les jours? Ouf, je crois qu'il vaut mieux pas en parler parce que c'était des casernements dans des conditions déchambrées, pas chauffées, des paillasses, des vêtements qui... Et puis souvent ils désertaient parce qu'ils n'étaient pas payés. Il n'y avait pas de soldes? Et c'était disons, les régiments étaient constitués par de la noblesse ou par... voilà. En fait, la noblesse encadrée surtout. Oui, si l'on veut, mais vous aviez un jeune noble qui avait un grade, qui avait un peu de fortune. Le roi avait besoin pour la guerre de monter des régiments. Il montait un régiment, mais au bout d'un moment, il ne pouvait plus payer les soldes parce que sa fortune s'arrêtait là. Il n'avait pas les moyens. Donc les gars, ils étaient livrés à eux-mêmes et ils désertaient. Alors, quand ils désertaient, ils étaient rattrapés, ils étaient jugés. Et quelquefois dans ces fiches, on trouve la condamnation, et il y avait des condamnations à mort qui étaient appliquées immédiatement. Après, c'était des condamnations à la chaîne. Alors à la chaîne, c'était le bagne, c'était peut-être les galères, voilà, c'était des condamnations comme ça. Ils décédaient, ceux qui mouraient à l'hôpital. Il mourait dans des batailles et je vois souvent apparaître l'affaire de Borgo en Corse. Alors je ne vous dirai pas ce que c'est. Apparemment, il y a eu une grosse bagarre à l'époque en Corse et il y en a beaucoup qui sont morts là-bas. Et alors c'est pour ça, c'est une remise en question de l'histoire, de la géographie, de la conception de la vie à l'époque. Et quand je dis déserté, ils se retrouvaient en bande, lâchés dans la nature, si l'on peut dire. Et c'est là où ils devenaient, pour survivre, des pillards et bon, ça se passait des violeurs, ça se passait pas toujours très bien. On parlait des dragonnades, mais là on était sous Louis XIV. Oui, voilà. Alors là, les dragonnades, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, on touche à la guerre de religion. Là, on touche, c'est plutôt ça rentre pas trop là-dedans. Les dragonnades, c'était les dragons qui avaient ordre d'aller massacrer les protestants. Ou alors qui pillaient en fait parce que c'était des régiments qui arrivaient. Oui, mais en général, ils avaient ordre pour remettre de l'ordre d'avoir ce comportement. Donc ces soldats, ils sont. Est-ce qu'il y a encore des traces d'eux enfin, je veux dire. Après, des tombes par exemple? Ah non, les relevés que nous faisons, c'est entre 1737 et 1770. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien. Même du 19e siècle, dans certains villages, on n'avait plus de tombes de gens lambda. Hein. Il y a des monuments avec peut-être leur nom aussi. Non plus. À l'époque, ça ne se faisait pas. Non, ils mouraient, ils étaient même enterrés sur place pour la plupart, dans des charniers. Dans des fosses communes. Hein. Voilà, oui, c'était... vous savez, c'était pas triste la vie à l'époque. Hein. Regardez la Bérésina, tous les soldats de Napoléon qui sont morts à ce moment-là, on ne les a pas rapatriés en convoi mortuaire. Hein. Oui, c'est plus ce qui se produit aujourd'hui. Et c'était bien avant Napoléon. Oui, on était sous l'Ancien Régime. Donc. Ceux sur lesquels on travaille, c'était bien avant Napoléon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans plus qu'autre chose? Vous nous avez parlé un petit peu de leur vie qui était un peu compliquée. De surprendre, non, parce que vous savez, quand on fait ce genre de travail d'annotation, on est très concentré sur la lecture des textes anciens, donc à essayer de déchiffrer un texte. C'est de la paléographie qu'on fait. Voilà. Ensuite, on a des villages, souvent le nom du village est phonétique, donc il faut retrouver ou phonétique ou écrit. Par exemple, dernièrement, j'ai trouvé Bossé. Le gars, il était originaire de Bossé. Heureusement, par moment, il y a la juridiction d'enrôlement, là où ils signaient leur enrôlement. Et ça m'a fait penser à Le Bossé. Mais Bossé, B-O-2-S-T, si je ne connais pas, parce que je suis de la région, Le Bossé, B-E-A-U-C-E-T, je ne vais pas faire le parallèle, vous voyez. Et ça, c'est pas compliqué. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués.
Et quand ça se passe dans le Béarn, quand ça se passe dans le Limousin, dans l'Aunis, dans la Saintonge, parce qu'on a aussi affaire à toutes ces anciennes régions françaises qui n'existent plus, dont on ne nous parle plus. Alors moi, c'est vrai que de par mon âge, j'ai un recul, ce sont des choses que j'ai rencontrées à l'école. Mais les jeunes d'aujourd'hui, même d'après 1968, tout ça, on n'en parlait plus. On n'en parlait pas de toutes ces régions. Mais ça nous replonge dans une certaine ambiance française, dans une certaine vie de la France à l'époque, qui nous fait relativiser par rapport à ce que nous avons maintenant. Parce qu'on est pas mal, hein. Les gens se plaignent, mais je crois qu'on est pas mal à l'heure actuelle. Hein. Merci Magdeleine Mazère, c'est ainsi que se termine cette émission. Soldats occitans sous l'Ancien Régime, c'est donc le thème de votre étude. C'est pas la mienne proprement dite, hein. C'est coopératif et collectif. Hein. Coopératif notamment avec Hugo. Voilà. Hein. Avec Hugo, avec la CGC, je dirais que moi j'ai été mandatée comme étant la meneuse de revue. Et vous vous y prêtez bien. en tout bien, tout honneur. Merci Magdeleine. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir et au revoir à vos auditeurs. Merci.